Monsieur le ministre, soyez le bienvenu. Nous sommes extrêmement honorés de votre présence ici aujourd'hui, malgré la charge écrasante de vos responsabilités, et je pèse mes mots. La 18e édition des Entretiens de Valbray, on ne s'est pas concerté avec Monsieur le maire dans le discours, est une minuscule pierre, une toute petite pierre, mais une pierre, qui aujourd'hui s'éclaire grâce à votre présence. Une pierre apportée à un édifice dont la construction a commencé il y a 128 ans, en mai 1891 précisément, avec la publication de l'encyclique Rerum Novarum par le pape Léon XIII. Depuis, cet édifice, appelé doctrine sociale de l'Église, se construit. Grâce à la richesse et à la multitude des contributions, celles si nombreuses, Monsieur le maire, que vous avez rappelé, venant de la ville de Lyon et de cette région, depuis des décennies, depuis plus d'un siècle. Celle récente et tout à fait majeure du pape François à travers Laudato Si, sans oublier bien sûr toutes les encycliques, et notamment Laborem Exercens de Saint Jean-Paul II. Depuis 2002, à l'initiative de la congrégation des Augustins de l'Assomption, que je salue, propriétaire notamment du journal La Croix et du groupe Bayard, il y a ici de nombreux représentants de ce groupe et je les salue très chaleureusement. La Croix est notre partenaire et nous aide à construire cet événement. Les Entretiens de Valbray proposent des journées annuelles de dialogue avec le monde sur un thème croisant l'économie, l'entreprise et la personne humaine. Après le temps, en 2017, et la confiance, en 2018, nous parlerons cette année de responsabilité. Oui, ici, à Valbray, comme en 1891, il sera question de choses nouvelles, de nouvelles responsabilités, de nouveaux équilibres. Monsieur le ministre, vous avez beaucoup réfléchi à ces questions et vous agissez autour de ce thème depuis plus de 2 ans. Ce matin, vous allez nous instruire sur ce sujet. De ce document fondateur, écrit il y a 128 ans, j'ai retiré une idée parmi tant d'autres. Le travail de l'homme doit être la source de sa dignité et de son honneur. N'est-ce pas notre première responsabilité, à nous dirigeants, que de permettre à l'homme d'atteindre cette dignité et cet honneur? Merci. Je voudrais d'abord saluer le maire de Lyon, mon ami Gérard Collomb. Ça me fait plaisir de te revoir, cher Gérard, on aura l'occasion de discuter ensuite. Remercier chacun des participants à ces entretiens et avant de m'exprimer sur cette question de la responsabilité et du nouveau capitalisme pour le XXIe siècle, je voudrais d'abord vous dire toute l'importance que j'attache à ce type d'entretien. Vous dites que c'est une petite pierre. Je pense que c'est bien davantage que cela. Je me souviens dans mon éducation il y a de très nombreuses années qu'on me demandait d'être la pierre d'angle. Soyez la pierre d'angle. Je considère que chacun est la pierre d'angle d'une société et qu'il n'y a pas des personnes plus ou moins importantes qui occuperaient des responsabilités plus ou moins importantes, que cette vision-là est dépassée et que chacun doit se considérer la pierre d'angle de la société. Et qu'il n'y a que comme cela que les choses changeront véritablement en France, en Europe et dans le reste du monde. Mais pour que chacun soit la pierre d'angle, il faut ce type de débat, il faut ce type d'échange, il faut ce type de rencontre. Si chacun reste chez soi et ne s'engage pas, la société ne bougera pas. Nous avons besoin de cet engagement et les entretiens de Valbray en font partie. Cette tradition de l'engagement, Gérard Collomb l'a parfaitement rappelé, il y a une tradition de l'engagement chrétien dans la société qui est parfaitement compatible avec la laïcité. Moi, je suis un fervent défenseur de la laïcité, à tel point que je refuse d'ajouter des adjectifs derrière la laïcité. Elle ne doit pas être ouverte, fermée, tolérante. La laïcité est la laïcité et doit rester la laïcité. Un principe très simple, qui est la séparation des affaires religieuses et des affaires civiles. Un principe qui vise à ce qu'une loi religieuse ne puisse jamais l'emporter sur la loi de la République. Nous nous sommes construits comme cela, et en étant un tout petit peu provoquant, je rappelle que c'est un héritage chrétien, que c'est un héritage très ancien. Après tout, si Saint Martin n'a donné que la moitié de son manteau à un pauvre, c'est que la moitié qui revenait aux pauvres
venait de son engagement chrétien, mais que l'autre appartenait à Rome. Eh bien, n'oublions pas que nous sommes construits là-dessus, sur cette séparation stricte, nécessaire, qui n'exclut pas, une fois encore, l'engagement de chacun, entre les affaires civiles et les affaires religieuses. Et quand certains veulent dire de manière parfois très autoritaire, le plus souvent de manière subreptice, qu'une loi religieuse pourrait l'emporter sur la loi de la République, la réponse doit être tout simplement non. Pas un non menaçant, pas un non qui forcerait le ton, un non ferme, clair et définitif. En France, aucune loi religieuse ne peut l'emporter et ne l'emportera jamais sur la loi de la République. En France, la religion ne fait pas l'ordre politique. L'ordre politique est décidé librement par des citoyens, certains qui croient, certains qui ne croient pas. Et c'est ancré suffisamment loin dans nos traditions et dans notre histoire pour que chaque personne qui vive sur le territoire français le respecte. Cela n'exclut pas, une fois encore, l'engagement de chacun et l'engagement de ceux qui croient dans la vie de la société pour défendre leurs convictions, pour défendre leurs idées, dans le respect de ce principe. Je le dis d'autant plus que, vous le savez certainement, j'ai été formé 12 ans par les disciples de saint Ignace, donc j'ai été formé à cet engagement de ceux qui croient dans la cité. Et puisque on est ici aux entretiens de Valpré, je pense qu'il n'est pas mauvais non plus dans cette tradition de l'engagement chrétien de rappeler deux figures qui me paraissent particulièrement utiles dans la réflexion philosophique aujourd'hui de ce que doit être la société, de ce que doit être l'économie. La première, c'est saint Augustin. Saint Augustin qui est l'homme de l'engagement, justement, dans la cité. Et qui, à un moment donné, dans une révélation personnelle, se dit que plutôt que de s'occuper de soi, il serait bien de s'occuper des autres. Et dans ce grand retournement de saint Augustin qui de soi va vers les autres et de soi va vers la cité, on retrouve cette idée d'engagement auquel je crois profondément. Je suis un homme politique, un responsable politique, engagé dans la cité comme Gérard Collomb. Et je pense essentiel que tous les jeunes que je vois au fond prennent cette même responsabilité, aient cet engagement et se tournent d'eux-mêmes vers les autres, d'eux-mêmes vers la cité. Car la société d'un individualisme forcené où chacun ne s'occuperait que de soi est une société qui n'aura pas d'avenir. Donc j'en appelle à saint Augustin pour dire à chacun, tournez-vous de vous-même vers les autres et vers la cité. Et dans un moment où il est de tellement bon ton de dévaloriser l'engagement politique, de dire qu'ils sont tous corrompus, tous menteurs, tous incapables, tous inefficaces, moi je veux plaider exactement l'inverse. La plupart des responsables politiques que je connais sont des hommes et des femmes engagés, qui croient dans ce qu'ils font, qui ne comptent pas leur heure, qui font des sacrifices considérables pour servir leurs concitoyens. Et les premiers d'entre eux, je le dis devant Gérard Collomb, ce sont les maires. Je ne connais pas d'engagement politique plus difficile que celui de maire, qui demande d'être sur le terrain 24 heures sur 24, de faire des sacrifices, d'être à porter des reproches et des critiques de ses concitoyens avec parfois des moyens qui sont limités. C'est une erreur profonde de dévaloriser l'engagement politique. Il est noble et il est nécessaire. La deuxième figure à laquelle je voudrais faire référence, parce qu'elle me paraît vitale, au sens propre du mot, ce que dit saint Augustin est vital pour l'engagement dans la cité, c'est saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, au nom de sa défense de la vérité, qui est un des grands enjeux du XXIe siècle, un des grands enjeux politiques les plus fondamentaux. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez les débats politiques, la vérité, ça compte plus. On s'en moque, ça n'a pas d'importance. La réalité n'a pas d'importance, les choses n'ont pas d'importance. Ce qui compte, c'est l'opinion, c'est le réseau social, c'est la configuration parfois fantasmatique de la réalité, plutôt que cette confrontation difficile, exigeante à la vérité. Saint Thomas d'Aquin disait la vérité, c'est l'adéquation de la chose à l'esprit. Adéquatio rei ad intellectum. Mais c'est tout ce dont nous sommes en train de nous éloigner aujourd'hui. Comme si l'esprit pouvait fonctionner en boucle fermée dans des réseaux sociaux qui le renvoient sans cesse à ses propres certitudes.
On dit une chose, peu importe que ce ne soit pas vrai, peu importe de la confronter à la réalité. De toute façon, on en est convaincu parce que c'est dans notre boucle, c'est dans notre réseau social, c'est dans notre univers désincarné et dématérialisé, donc c'est vrai. Il faut avoir le courage de revenir au réel. Le courage de se confronter au réel. Ça vaut d'ailleurs aussi pour nous, les responsables politiques. Être sans cesse obligés de se confronter au réel, à nos résultats, pour savoir si nous disons la vérité et si ce que nous faisons est juste. C'est là qu'on retrouve le thème que vous avez décidé de développer aujourd'hui sur la responsabilité. Et je voudrais l'élargir en m'intéressant à cette question du capitalisme, de ce qu'il a été et de ce qu'il doit devenir. Et là, si on veut se confronter à la réalité, à ce que vivent les peuples et à ce que vivent nos concitoyens, ma réponse est effectivement sans appel. Le capitalisme doit changer. Et il doit changer radicalement. Et Gérard Collomb a rappelé mon engagement sur ce thème-là, derrière le président de la République. C'est une conviction que nous partageons avec le président de la République. Le capitalisme doit faire son examen de conscience et changer radicalement. Pourquoi est-ce qu'il doit changer radicalement? D'abord parce qu'il repose sur des inégalités qui sont croissantes à travers la planète et que personne ne peut accepter d'un strict point de vue éthique l'augmentation de ces inégalités. Puis de toute façon, ceux qui souffrent de ces inégalités ne l'accepteront pas. Il doit changer parce que ces inégalités sont inefficaces et qu'il y a presque une contradiction dans les termes entre l'augmentation des inégalités et le succès du capitalisme. Donc si le capitalisme veut réussir, il faut qu'il réussisse pour tous, pas pour une partie d'entre nous. Et chacun le voit bien, aujourd'hui en France, s'il y a tant de crispations, s'il y a tant d'inquiétudes, s'il y a tant de nervosité, c'est parce que beaucoup de nos compatriotes ont le sentiment d'être laissés au bord du chemin. Et ont le sentiment que, dans le fond, le modèle économique que nous construisons, il est peut-être bon pour certains, mais pas pour tous. Et notre responsabilité première, c'est d'arriver à faire en sorte que le modèle économique que nous construisons réussisse, donne des résultats, mais donne des résultats pour tous. Et c'est ce pourquoi nous nous battons avec le président de la République et qui est si difficile. C'est très simple de faire un système efficace. C'est très simple. Moi, je vais vous dire, arriver à 3 ou 4% de taux de chômage, d'une certaine façon, ce n'est pas le plus difficile. Mais si ça doit se payer par des contrats sous-payés, par des jobs à l'heure, par des mini-jobs comme ça a pu exister en Europe, mais le prix à payer sera exorbitant et les gens le refuseront. Donc c'est un équilibre à trouver entre le succès économique et le fait que tout le monde puisse en profiter. Il y a un certain nombre de réponses et j'essaierai de les apporter avec vous ce matin. Enfin, ce changement radical du capitalisme, il est nécessaire parce que de toute façon, un capitalisme qui reposerait sur l'épuisement des ressources de la planète est inacceptable et ne peut pas être soutenu sur le long terme. Donc l'un des défis majeurs du capitalisme au XXIe siècle, c'est évidemment d'avoir un capitalisme durable. Ce nouveau capitalisme, pour le XXIe siècle, je l'appellerai justement, en reprenant les termes de votre entretien, un capitalisme responsable. Un capitalisme qui soit juste, un capitalisme qui soit participatif et un capitalisme qui soit durable. Juste parce que la justice, c'est précisément, pour reprendre le mot que je disais en introduction, la pierre d'angle de toute politique. Il n'y a de politique acceptable que juste. Et cette obsession de la justice doit nous guider dans chacune de nos décisions. L'efficacité ne suffit pas. Vous n'arriverez pas à convaincre les gens uniquement par l'efficacité. Les gens veulent de l'efficacité, mais ils veulent surtout de la justice. C'est au cœur de ce que nous sommes comme Français que d'exiger à chaque fois que les décisions politiques soient justes et qu'elles puissent passer cet examen de justice quand elles sont présentées devant nos compatriotes. Capitalisme juste, d'abord à l'intérieur des nations. Et vous rappeliez parfaitement, Monsieur le Président, tout à l'heure, que cette justice, elle passe par la dignité dans le travail. Et c'est là que le défi, une fois encore, est toujours plus difficile que ce que nous pensions. Il ne suffit pas de donner du travail pour tous. C'est notre objectif, c'est prioritaire, et il est temps que nous sortions
de ce chômage de masse qui est un véritable scandale français qui dure, je le rappelle, depuis un demi-siècle. Ça fait un demi-siècle qu'il n'y a pas eu de plein emploi en France. Nous voulons y arriver. Mais nous mettons la barre encore plus haut. Nous voulons non seulement arriver au plein emploi pour tous les Français, mais nous voulons aussi que cet emploi donne de la dignité aux gens. Et inutile de vous dire dans les circonstances actuelles, au moment où il y a l'anniversaire des Gilets jaunes et de l'explosion de ce mouvement social, que s'il y a un message à retenir de ce mouvement des Gilets jaunes, c'est que nos compatriotes veulent de la dignité dans leur travail. Ils veulent qu'avec leur travail, ils puissent se déplacer, ils puissent se nourrir, ils puissent se chauffer, ils puissent avoir des loisirs, ils puissent emmener leurs enfants au restaurant, ils puissent partir en vacances. Et pour des millions de nos compatriotes, ça n'est pas le cas. Donc il faut créer du travail, et le travail doit payer. C'est la ligne de force de la politique économique que nous conduisons avec le Premier ministre et avec le Président de la République. Il faut que le travail paye plus, il faut que le travail donne de la dignité, il faut que le travail donne de la considération. C'est indispensable. Et comme il n'est pas possible de prendre le curseur du SMIC et de le monter, parce que si vous faites ça, vous mettez tout le monde au chômage, et là c'est plus la peine de chercher la dignité dans le travail, parce qu'il n'y aura plus de travail du tout, il faut trouver d'autres solutions plus imaginatives. Et au XXIe siècle, c'est l'imagination qui doit prendre le pouvoir, pour justement trouver des solutions qui soient nouvelles, audacieuses, qui répondent aux défis que je viens d'indiquer. Toutes les mesures que nous avons prises avec le gouvernement visent précisément, depuis plusieurs mois, à ce que le travail soit mieux rémunéré, sans détruire le travail par une augmentation massive du SMIC. Les heures supplémentaires défiscalisées, c'est de la dignité par le travail. Vous voulez travailler 1 heure, 2 heures, 3 heures de plus dans la semaine? Vous travaillez 1 heure, 2 heures, 3 heures de plus dans la semaine, mais les 150 ou 200 euros que vous allez vous faire, ils sont pour vous. Ils ne sont pas pour le trésor public. Alors c'est regrettable pour le ministre des Finances que je suis, mais c'est bon pour le ministre de l'Économie qui défend l'idée de la dignité dans le travail. La prime d'activité, nous l'avons augmentée de 100 euros au niveau du SMIC. C'est une façon de donner de la dignité dans le travail. La baisse de l'impôt sur le revenu qui va commencer au 1er janvier. Nous avons décidé, et nous assumons cette décision, de la concentrer sur les salaires les plus modestes. C'est-à-dire tous ceux qui reviennent au travail, qui se disent ah ben, c'est super de revenir au travail. Simplement, l'emploi qu'on m'offre, c'est 1 350, 1 400 euros par mois. Et tout ce que je vais gagner par mon salaire, je le perds soit par des impôts, soit par des dépenses supplémentaires. Parce que quand vous travaillez, ben, il faut s'habiller, il faut faire le plein de son essence, il faut faire garder ses enfants. J'en ai 4 et je sais ce que ça coûte. Donc c'est juste de dire aux gens, vous reprenez un travail, ben on vous donne une prime en plus parce qu'on sait que travailler, ça coûte cher. Et que nous, on veut qu'avec votre travail, vous viviez bien, vous viviez dignement. Enfin, dans cette volonté d'avoir un capitalisme juste qui récompense mieux le travail, il y a un sujet qui me tient très à cœur, c'est celui de l'intéressement. L'intéressement, c'est de dire dans une communauté de salariés, dans une entreprise, que ce soit une entreprise de 5, 10, 15 ou 250 salariés, vous êtes intéressé au résultat de l'entreprise. Et le message qui est passé derrière est fondamental. C'est une façon de dire, vous n'êtes pas des machines. Vous êtes le capital humain de cette entreprise et ce qu'il y a de plus précieux pour le succès de l'entreprise. Donc si elle réussit, c'est d'abord grâce à vous. Donc il est juste, il est légitime que vous soyez associé au résultat de cette entreprise. Alors quand on regarde très concrètement, l'intéressement aujourd'hui, vous avez 1,4 million de salariés qui en bénéficient. Ils sont tous ou presque dans les grandes entreprises. Dans les grandes entreprises, il n'y a aucun sujet, je les en remercie, elles ont quasiment toutes signé un accord d'intéressement. Mais pour les plus petites, c'est compliqué. Pour les moins de 50 salariés, c'est compliqué. Pour les moins de 10 ou 11 salariés, c'est encore plus compliqué. Donc on a décidé de simplifier. Aujourd'hui, s'il y a des chefs d'entreprise dans la salle, vous allez sur le site internet du ministère de l'Économie, vous tapez intéressement, il y a des accords d'intéressement. Et j'ai dit à mes équipes, ça fait 6 pages, c'est bien par rapport à un accord d'intéressement classique, mais c'est encore trop long. Faites-moi un accord d'intéressement en 2 pages. Que ça prenne 10 minutes dans la journée d'un chef d'entreprise qui a autre chose à faire pour le lire, le comprendre et le faire signer. Il y a des chefs d'entreprise qui m'ont dit « on ne veut pas s'engager pour 3 ans, c'est trop long ». Eh bien on a ramené l'accord d'intéressement à 1 an. Et il y a des chefs d'entreprise qui me disent maintenant « écoutez, moi je suis boulanger
j'ai mes 4 salariés avec moi, ou mes 3 salariés, ou mes 2 salariés, je n'ai pas envie de faire une réunion spécifique, de faire un référendum pour savoir si on va adopter l'accord d'intéressement. Je voudrais l'adopter tel quel, le signer et dire à mes salariés, vous bénéficiez désormais d'un accord d'intéressement. Moi, je suis ouvert à cette simplification. S'il faut aller encore plus loin dans la simplification des accords d'intéressement pour que tous les salariés des très petites entreprises françaises soient eux aussi associés aux résultats de l'entreprise, aient un meilleur salaire et que ça fasse de l'unité sociale entre les Français, j'y suis prêt. J'y suis totalement ouvert. Il suffit que nous le décidions ensemble. Enfin, toujours dans cette meilleure rémunération, dans cette justice, je pense qu'il y a un point aussi qui est très important, c'est la transparence sur les salaires. Il y a des salaires qui choquent nos compatriotes. Et je pense que dans cette idée de la société, et plus que jamais, je le redis, Monsieur le Président, en vous remerciant de cet entretien, plus que jamais, on a besoin de philosophie, de réflexion et de débat pour éviter l'immédiateté, l'impulsion, qui en général conduit à de mauvaises décisions. Réfléchissons à ce qu'est une communauté de travail, où un ensemble de personnes, hommes, femmes, travaillent dans une même entreprise, qui fait des résultats, qui doit faire des profits, qui doit être profitable. Il y a une personne qui dirige, elle est vitale. Elle est vitale parce que le chef d'entreprise est vital. Et que les décisions qu'il prend, c'est ce qui fera ou non le succès de l'entreprise et de cette communauté. Puis il y a des salariés qui ont un niveau de responsabilité plus ou moins important. Et il est tout à fait juste que certains soient mieux payés que d'autres. C'est tout à fait acceptable. Et je ne pense pas qu'on puisse contester qu'en fonction de la responsabilité, certains seront mieux payés que d'autres. En revanche, que ces écarts salariaux atteignent des limites absolument vertigineuses et que le chef d'entreprise puisse être payé 200, 250, 300 fois plus que le salarié le plus modeste de son entreprise, là, ça devient injuste et inacceptable. C'est une question de décence. La décence, ce n'est pas quelque chose qui se mesure au millimètre près. Il n'y a pas une règle de décence. Décence, c'est quelque chose qu'on doit sentir au fond de soi. Qu'est-ce qui est décent, qu'est-ce qui ne l'est pas. Qu'il y ait des écarts salariaux, c'est juste, c'est nécessaire, c'est décent. Que ces écarts salariaux deviennent absolument vertigineux et que certains chefs d'entreprise s'augmentent de 10 ou 15% quand ils ont gelé les salaires de leurs propres salariés, là, pardonnez-moi de vous le dire, je considère cela comme indécent. C'est bien pour cela que nous avons introduit dans la loi Pacte un système de ratio d'équité qui permet de faire la transparence sur la médiane des salaires pour que cet instrument de transparence serve à remettre de la décence dans les écarts salariaux au sein des entreprises. Et je ne suis pas devenu, je vous rassure tout de suite, je ne suis pas devenu marxiste comme ça du jour au lendemain en me disant il faut lutter contre. Non, c'est une question d'équilibre et de rassemblement de la société. Parce que comme ministre de l'économie et des finances, j'étais cette obsession que les Français travaillent ensemble et soient rassemblés. Nous sommes une nation qui est heureuse quand elle est unie. Unie. Et notre unité, elle dépend de choses qui sont très concrètes. Elle dépend du respect de certains principes qui sont ancrés dans notre histoire la plus profonde, la laïcité. Touchez à la laïcité, et vous verrez des divisions et des fractures en France comme nous en avons rarement connu dans notre histoire. La décence et l'égalité, c'est ce que je propose sur cette question salariale, faisant en sorte que ces écarts salariaux soient décents. Le respect du travail, c'est ce que je propose et c'est ce que nous mettons en place avec l'intégralité des mesures qui permettent d'avoir de la dignité par le travail. Tout cela, toutes ces décisions sont prises non seulement pour des raisons économiques, mais surtout pour des raisons politiques. Parce que Gérard Collomb le disait très bien tout à l'heure, l'économie ne se suffit pas à elle-même. L'économie n'est pas une fin en soi. Et c'est le ministre de l'économie qui vous le dit. L'économie n'est pas un but en soi. Elle est au service d'une ambition politique. Et notre ambition politique, c'est le succès de la France et le rassemblement des Français. Les deux doivent aller ensemble. Donc voilà comment est-ce que nous pouvons lutter contre les inégalités et avoir un capitalisme juste. C'est vrai au niveau national, je rappelle aussi sans m'étendre pour ne pas être trop long,
que c'est vrai aussi entre les nations. Nous avons porté avec Gérard Collomb et avec le président de la République une augmentation de l'aide publique au développement à 0,55% de notre richesse nationale. C'est un effort qui est considérable. Mais c'est très facile de céder au populisme. C'est de l'argent jeté par les fenêtres. Qu'est-ce que vous allez faire à donner cet argent à des pays du Sahel qui sont à des milliers de kilomètres de chez nous? Le ministre de l'Intérieur, qui a été Gérard Collomb, sait parfaitement que c'est juste, nécessaire et que c'est un bon investissement d'augmenter l'aide publique au développement pour réduire les inégalités entre les pays européens et les pays du Sud. Ce capitalisme, il doit également être participatif. Et ça rejoint la question de la responsabilité que vous avez déjà abordée tôt ce matin, notamment avec Serge Papin, et je salue, je ne sais pas s'il est encore dans la salle, l'engagement très fort de Serge Papin dans ce domaine. Si chacun ne prend pas ses responsabilités, nous n'y arriverons pas. Et il n'y aura pas de nouveau capitalisme au XXIe siècle si c'est uniquement les responsables politiques et les États qui le décident. Il faut que les citoyens s'engagent, il faut que les chefs d'entreprise s'engagent. Et ne s'engagent pas à moitié, ils s'engagent totalement. Qu'est-ce qui change la vie de la société aujourd'hui? Ce sont les entreprises. Une entreprise qui fait des produits, une entreprise qui produit de l'énergie, une entreprise qui fait de l'éclairage public, qui fait du mobilier public, elle change votre quotidien. Une entreprise qui fait des voitures, elle change votre quotidien. Une entreprise qui fait votre smartphone, elle change votre quotidien beaucoup plus que je peux le faire. J'ai la lucidité et l'humilité de le reconnaître. Mais les entreprises ne peuvent pas avoir toujours plus de pouvoir et toujours moins de responsabilité. Ça, c'est pas possible. Plus vous avez de pouvoir, plus vous avez de responsabilité. Alors, si vous n'avez pas de responsabilité, il ne faut pas de pouvoir, mais ne demandez pas le pouvoir sans les responsabilités. L'un va avec l'autre. Donc oui, parce que les entreprises ont toujours plus de pouvoir sur notre vie quotidienne, elles doivent avoir plus de responsabilités. Elles doivent définir ce qui fait leur raison d'être. C'est les modifications que nous avons introduites dans la loi Pacte, qui reconnaît que chaque entreprise doit se doter d'une raison d'être. C'est nécessaire parce qu'elles ont plus de responsabilités. Je leur dirai d'ailleurs au passage à toutes celles qui continuent à critiquer cette idée-là, que je leur souhaite bien du courage. Si elles veulent recruter des jeunes de 20 ou 25 ans, si elles n'arrivent pas à expliquer le sens de leur activité. Parce qu'un jeune de 20 ou 25 ans, là aussi, j'ai 4 enfants, je vois bien quelles sont leurs attentes. Ce n'est pas uniquement de gagner de l'argent, ce n'est pas uniquement de réussir. Ils veulent faire des choses qui ont du sens. C'est la première chose qu'ils vont demander à une entreprise, c'est de savoir si cela a du sens, si ça correspond à une ambition de société dans laquelle ils peuvent se retrouver. Un capitalisme participatif, c'est aussi un capitalisme qui fait plus de place aux salariés dans l'entreprise. Ce n'est pas la tradition française. C'est la tradition allemande, ça n'est pas la tradition française. Mais on est en train de faire évoluer les choses. On le fait progressivement, mais je pense que nous allons dans la bonne direction. Nous avons augmenté, toujours grâce à Pacte, le nombre d'administrateurs salariés dans les conseils d'administration des entreprises, et je pense que c'est mieux d'avoir des salariés informés qui participent que des salariés qu'on traite comme des enfants. Vous ne pourrez plus traiter personne comme des enfants. Les citoyens sont responsables, ils sont adultes, et c'est une nouvelle formidable. C'est une nouvelle merveilleuse. Et sans aucune naïveté, moi j'accueille ce XXIe siècle avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de volontarisme, parce que je pense que ce qui se traduit parfois par des colères, des humeurs, des difficultés, traduit en fait un changement profond vers quelque chose qui peut être bénéfique. Des salariés responsables, informés, qui veulent le succès de leur entreprise, qui veulent participer aux décisions, c'est plutôt une bonne nouvelle et plutôt une bonne chose pour chacun d'entre nous. La participation des salariés, c'est aussi le fait que les salariés deviennent actionnaires. Nous avons développé l'actionnariat salarié. C'est leur permettre aussi de prendre possession d'une partie de l'économie française. Nous souhaitons que le plus grand nombre de Français investissent dans l'économie française, investissent dans les PME, investissent dans les TPE. Nous avons des taux d'intérêt qui sont faibles, nous avons des placements qui rapportent moins, raison de plus pour inciter les Français à financer l'économie française par toutes sortes de produits. Ça peut être l'investissement à la Française des Jeux, mais enfin là, dépêchez-vous parce que, vu le succès de l'opération, j'ai peur que tout le monde ne puisse pas être servi autant qu'il l'aurait souhaité. Chacun sera servi, mais pas forcément à hauteur de ce qu'il aurait souhaité, parce que c'est un vrai succès populaire. C'est la participation au PEA pour les PME ou pour les TPE. Tout ce qui permet de financer notre économie est une façon de s'engager au service de l'économie. Enfin, ça doit être un capitalisme durable.
juste, participatif et durable. C'est évidemment l'enjeu majeur. Notre économie doit être décarbonée. Et c'est une question de survie. Plus je consulte les climatologues, les scientifiques, les experts, plus je suis déterminé à accélérer la transition écologique de notre pays. Je ne viens pas de cette tradition, je le reconnais là aussi avec beaucoup d'humilité. Je ne suis pas un fervent défenseur de la transition écologique depuis que j'ai 15 ans, c'est pas vrai. On a plutôt été du côté de ceux qui disent qu'il faut réussir économiquement, que notre pays s'en sorte. Je continue d'ailleurs à me battre pour ça, je vous rassure. Mais je n'avais pas une sensibilité forte à la question écologique. Et plus cela avance, plus je regarde les chiffres, plus je vois d'ailleurs notre réalité quotidienne, le réchauffement, l'impact pour les paysans, les périodes de sécheresse, les périodes d'instabilité climatique que nous connaissons, plus je me dis il y a urgence, il y a le feu au lac. Et désormais, chacune des décisions que nous prenons en matière économique doit être pesée à l'aune de son efficacité, mais aussi à l'aune de son impact environnemental. Et nous devons aller beaucoup plus vite. Et je suis décidé, dans ce deuxième temps du quinquennat, à ce que nous accélérions la transition écologique de l'économie française. Nous avons fixé un objectif, zéro carbone en 2050, nous ne le tenons pas pour le moment, eh bien on va se donner les moyens de tenir cet objectif. On va se retrousser les manches, et surtout, on va, je le redis, faire preuve d'imagination, c'est-à-dire être capable de penser les choses différemment pour que véritablement nous arrivions à cet objectif. Et Dieu sait que c'est difficile. Parce que le ministre de l'économie il doit aller voir l'ouvrier qui est chez Bosch à Rodez, qui fait des injecteurs diesel depuis 25 ans, et quand on lui dit « le diesel, c'est fini, il faut que vous vous transformiez », il dit « très bien, vous me proposez quoi? Vous me proposez quel métier? Vous me proposez quelle qualification ?» Il faut répondre à ça. Il faut réussir cette transition. Il ne s'agit pas de dire d'un claquement de doigts, on ferme et on passe à autre chose, ça ce serait trop facile. Il faut remettre, je le redis, de la raison, du dialogue, de la responsabilité pour réussir cette transition tout en l'accélérant. Et on a des moyens. Le premier moyen, c'est l'innovation. Plus vous investissez dans l'innovation, mieux vous réussirez la transition écologique. Donc de l'argent, il faut en mettre massivement dans l'innovation. Et à tous ceux qui me reprochent de privatiser la Française des Jeux ou de faire des cessions d'actifs, je dis « je continue ». Pour une raison qui est simple, c'est que nous avons besoin d'argent pour investir dans les énergies renouvelables, dans le stockage de ces énergies, dans la transition écologique, si nous voulons vraiment aller vers une économie décarbonée. Et j'estime que l'argent de l'État, votre argent, est mieux placé dans les investissements verts plutôt qu'à toucher les dividendes d'une activité commerciale qui n'est pas de la responsabilité de l'État. Et ma responsabilité de ministre de l'économie, ce n'est pas de penser à demain, c'est de penser aux 25 années qui viennent. Et de me dire que les décisions que nous prenons maintenant auront un impact dans 20, 25, 30 ans, et que donc ça doit être les bonnes décisions. Nous devons investir massivement dans l'innovation et dans ces énergies renouvelables. Un exemple, ce que nous avons fait sur les batteries électriques avec nos partenaires allemands. Hier, toutes les batteries électriques de toutes vos voitures étaient chinoises. Demain, toutes les batteries électriques de toutes vos voitures seront européennes et françaises. Dans le premier cas, c'est 5 fois plus de rejet de CO2 que lorsque les batteries sont produites en France. C'est quand même mieux d'avoir des batteries électriques qui sont produites en émettant 5 fois moins de CO2. Dans le premier cas, vous dépendez de la Chine. Dans le deuxième, vous êtes souverain. Dans le premier cas, vous ne créez pas d'emplois. Dans le deuxième, vous créez à horizon de 2 ans 2000 emplois industriels. Donc ça vaut le coup d'investir, ce que nous faisons, plus d'1 milliard d'euros sur cette filière de batteries électriques pour notre souveraineté, pour l'emploi et pour le succès écologique. Le modèle que nous avons construit depuis 20 ans, de ce point de vue-là, est un modèle stupide et suicidaire. C'est le modèle de la délocalisation de masse de nos activités industrielles qui nous vaut la double peine. On a fermé nos usines, on les a installées ailleurs, on a perdu les emplois et on a augmenté le CO2. Joli bilan. Eh bien, nous voulons inverser cette tendance, réindustrialiser le pays pour avoir une production industrielle décarbonée, créatrice d'emplois. C'est un changement systémique, lourd, difficile, mais que nous allons réussir.
parce que la voie dans laquelle nous étions engagés, la délocalisation massive pour des raisons de coût, qui conduit une fois encore à produire dans des endroits où il y a plus de production de CO2, plus d'émissions de CO2, et qui conduit à fermer des usines et à détruire des emplois en France, cette voie-là, je le redis, elle est suicidaire. Suicidaire économiquement et suicidaire politiquement. Donc nous voulons inverser cette tendance et dans le capitalisme durable que j'appelle de mes vœux, bâtir cette réindustrialisation française d'une industrie décarbonée et créatrice d'emplois. Il faut aussi continuer avec des choses qui sont de la vie quotidienne et qui rejoignent cette idée de responsabilité. On ne réussira cette transition écologique que si chacun des 65 millions de citoyens français y est engagé et incité. Les primes à la conversion, les primes pour les véhicules électriques. Vous allez chez votre concessionnaire aujourd'hui, vous achetez un véhicule électrique, ça reste très cher. On vous donne une prime de 6 000 €. Ça vaut le coup et je considère que c'est de l'argent bien employé. Je préfère que se développent massivement les achats de véhicules électriques plutôt que les achats de SUV, dont je rappelle qu'ils sont aujourd'hui un des facteurs de pollution majeurs dans notre pays. Même chose sur les engagements européens, car nous devons inscrire ce capitalisme durable, décarboné, dans une perspective européenne sans laquelle cette ambition n'aurait pas de sens. La mise en place de la finance verte, la Banque européenne d'investissement dont vous avez vu ce matin que nous avons décidé qu'elle ne financerait plus des projets fossiles. La taxation du transport aérien au niveau européen, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on oblige le transport par voiture à se soumettre à des normes de CO2, et puis alors le transport aérien, je ne sais pas pour quelle raison, on dirait bah non, lui, il est exempté. Non, au niveau européen, ça a du sens de dire que nous allons taxer aussi le transport aérien. La taxation du carbone aux frontières. À partir du moment où vous réimportez des produits, s'ils sont très carbonés, je ne vois pas pourquoi vous ne taxeriez pas ces produits, alors même que vous taxez vos propres producteurs en Europe et en France pour qu'ils respectent ces engagements carbone. Toutes ces décisions-là vont nous permettre d'atteindre ce troisième objectif du capitalisme du XXIe siècle, un capitalisme durable, qui nous permet de réussir notre transition écologique. Voilà les quelques éléments de réflexion que je voulais vous présenter ce matin. Un capitalisme responsable qui reposera sur de la justice, sur la participation de tous à la définition de ce capitalisme, entreprises comme salariés, et un capitalisme durable qui permet de promouvoir une économie décarbonée. Vous me direz, c'est difficile. Mais je pense que c'est aussi l'intérêt de ces entretiens de Valprès. Tant qu'on a une ambition, tant qu'on a un cap, tant qu'on sait qu'on veut aller quelque part et qu'on n'est pas à tourner en rond, à ressasser toujours les mêmes vieilles idées, c'est bon signe. Et je vais peut-être vous surprendre dans ces temps de très grande tension sociale, où chacun s'inquiète de ce qui va se passer le lendemain sur les hôpitaux, sur la SNCF, sur la RATP, sur les gilets jaunes. Moi, je voudrais vous passer un message de confiance. La France est un pays exceptionnel. Et les Français sont des gens exceptionnels. Alors, ils sont exigeants. Ils sont exigeants, les aides-soignantes sont exigeantes. Elles disent, voilà, on veut mieux, on veut faire mieux notre travail. C'est bon signe. Nous avons des Français qui disent, vous n'allez pas assez vite sur la transition écologique. C'est bon signe. Vous avez des salariés qui disent, on veut participer plus à la définition de ce que doit être l'entreprise et du fonctionnement de l'entreprise. C'est bon signe. Donc arrêtons de nous jeter des sacs de cendres sur la tête. Nous sommes un pays merveilleux, un pays qui réussit, un pays qui a une grande histoire, un pays qui est leader aujourd'hui en Europe, un pays qui a le meilleur niveau de croissance quasiment de tous les pays de la zone euro, un pays qui hier était la lanterne rouge de l'Europe et qui aujourd'hui est celui qui fixe un cap et qui tire la croissance de la zone euro. Donc un pays qui a autant de qualités, autant d'atouts, plutôt que de ressasser sans cesse ses inquiétudes, doit se tourner vers l'avenir, se fixer un horizon et rassembler ses forces pour essayer de l'atteindre. Merci à tous.